Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 20, retour des poditeurs 9. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Et je ne ferai pas de blague avec les œufs à la coque, car j'en ai déjà beaucoup trop fait en introduisant ces titres d'épisodes. C'est fait déjà 6 ans, fichtre, que nous faisons cela. Merci encore, c'est le petit message habituel de fin de saison, merci encore à toutes et tous de votre écoute, de votre suivi, de vos commentaires, de vos retours. Quand on s'est lancé là-dedans, on n'était pas tout à fait certaines que ça allait intéresser autant de monde, et vos retours sont vraiment hyper enthousiastes, et ça fait vraiment très plaisir, et ça continue à nous motiver pour continuer à vous proposer des épisodes de qualité. Je l'annonce en l'avance, mais pour la saison 7, on parlera d'auto-édition avec Morgan of Glencoe qui est venu nous parler longuement et en grand détail avec plein de choses sur l'auto-édition. Donc ça sera notre conversation au long cours pour la saison 7. Comme d'habitude, si le podcast vous aide ou vous amuse, n'hésitez pas à laisser une petite review sur votre lecteur de podcast préféré, si le cœur vous en dit, pour aider à la découverte de l'émission. Et donc, nous reprenons pour la 9e fois votre sac de courrier arrivé aux locaux de la rédaction. Et comme d'habitude, je montre mon âge. J'ai des visions de Gaston Lagaffe, là, d'un coup. Le courrier en retard. Je montre mon âge avec les espèces de grands sacs postaux. Première petite question qui a circulé sur les réseaux, qui en fait m'est adressée. On me demande d'où vient la citation d'Elisabeth von Harburg, que je cite un peu tout le temps. C'est bien de vouloir faire sauter la maison, mais il faut connaître le plan pour savoir où placer les charges dans le cadre des codes de l'écriture. Alors en fait, il n'y a pas de source écrite à ma connaissance, parce que c'est quelque chose qu'elle a dit pendant la masterclass des Imaginales, au tout début, quand on l'animait avec Jean-Claude Duniac et elle. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit, donc j'ai pas trouvé de vraie source en dehors de ça. Malheureusement, il faut me faire confiance sur parole, ce qui est peut-être risqué, mais en tout cas, dans ma mémoire, elle l'avait dit là. Voilà pour la source. Autre question qui nous est arrivée, comment faites-vous pour rester concentré quand vous avez une série de petites corrections à faire sur un manuscrit? Par exemple, renforcer une description, améliorer un dialogue, changer le nom d'un personnage, travailler à des allusions à disperser ici et là pour mieux installer une ambiance ou préparer une péripétie, etc. Je me rends compte que j'ai bien plus de mal à me concentrer à fond quand j'ai ce type de tâches à faire. Pour le moment, ce que j'ai trouvé de mieux, la musique. Une musique discrète de l'ambiance par exemple, qui m'aide à me concentrer sur la tâche en cours. Il doit y avoir d'autres moyens. Y a-t-il d'autres moyens? Quels sont les vôtres? Qu'en pensez-vous? J'ai jamais trop rencontré ce problème, en fait. Moi, je trouve ça plus facile, au contraire. Donc, je trouve beaucoup plus facile de se concentrer sur des détails que d'avoir de grosses corrections de fond. Donc, Estelle? Alors, moi, j'adore corriger aussi. Donc, pareil, c'est plus facile de se concentrer, pour moi, sur des détails. Mais il y a quand même quelque chose qui m'aide à pas me paumer dans l'ampleur des corrections. Quand je suis dans le dernier round de correction sur un manuscrit, ou dans les derniers rounds, c'est vraiment de faire une liste très complète de toutes les petites corrections que je dois faire. Et après, de les barrer les unes après les autres pour vraiment avoir une vision sur papier de ce que je suis en train de faire. Et vraiment savoir où j'en suis, ce qu'il me reste à faire, pouvoir m'organiser de manière super concrète. Donc ça peut peut-être aider. Oui, moi je fais la to-do list aussi. Je fais mes corrections générales en une seule fois après une relecture du manuscrit. Je crois que je l'avais expliqué dans l'épisode d'ailleurs. Donc je reviens pas en détail. Et j'ai effectivement une longue to-do list. Après, quand j'ai lu la question, j'ai été un peu embêté pour répondre jusqu'à ce que je comprenne ce qui m'embêtait sur ma capacité à y répondre, parce qu'en fait, c'était le terme petite correction. Pour moi, il n'existe pas de petite correction, même si on corrige des détails. Pour moi, à partir du moment où on touche au flux de l'information, il y a toujours la nécessité de revenir sur la musique du texte, de la lecture dans le détail. Je me rends compte en lisant ça qu'il n'y a pas pour moi de grandes et de petites corrections. Les corrections, elles ont toutes la même taille dans ma tête et nécessitent toujours pour moi la même concentration sur le flux de l'info, le flux de la musique, etc. Donc, ça me demande toujours un effort mental important. Donc, j'ai pas le problème, je sais pas si c'est une chance ou pas, vu la chose, j'ai pas le problème de arriver à rester concentré, si ce n'est que ça me demande de la concentration et que des fois mon cerveau est cramé et que je vais avoir plus de mal que d'autres. En tout cas, dans mon approche, c'est jamais un travail léger, en fait. Je rejoins totalement Lionel là-dessus, parce que pareil, pour moi, il n'y a pas de petite correction. Après aussi, pour tout ce qui peut être problématique, pour se concentrer, mener des trucs à terme et tout ça, j'ai toujours ma technique favorite qui est de pourrir mon entourage. De faire marcher les réseaux d'entraide et de solidarité. Et promis, en renvoyant toujours l'ascenseur. Voilà, donc c'est-à-dire que, par exemple, là, je suis dans un gros slot de correction d'un très ancien projet que j'ai repris et qui au départ ressemblait à un chouette patchwork de trucs qui allaient pas ensemble.
et de faire un point régulièrement sur les corrections avec mon bêta lecteur, avec ma bêta lectrice, de savoir où j'en suis, ce que je dois faire. Pareil, ça m'aide beaucoup. Donc faire le point avec des gens et quelque part, c'est comme si je me déchargeais un peu sur eux d'une partie de de la responsabilité de ces corrections et tout. Mais après, je fais des trucs sympas pour eux aussi, promis. Enfin, j'essaye. Toujours savoir exploiter son entourage. Question suivante qui est un peu reliée. On nous demande combien de temps il faut pour corriger un manuscrit. Ça dépend. C'est vrai, je suis d'accord. Ça dépend de la taille du texte, ça dépend du contexte, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus précis que... Alors, si quand même, moi, une petite... Déjà, je corrige toujours pendant que je suis en train d'écrire. Je fais pas un premier jet tout simple. Je suis toujours en train de corriger. Après, quand je reprends le premier état du manuscrit pour le recorriger un coup et qu'en plus, il y a les corrections éditoriales derrière, ça peut aller pour un manuscrit court de quelques semaines à largement plusieurs mois. Voilà. Mais si c'est long, faut pas s'en inquiéter. Après, par contre, si vous bossez sans deadline, il y a toujours ce truc de savoir où finir les corrections, en fait. Et pour ça, voir question précédente, d'avoir une fiche un peu précise des choses à corriger, ça peut vous y aider aussi. Alors du coup, je me suis amusé à faire un exercice, à quantifier, à faire un exercice chiffré pour le temps que ça me prend. Pour le coup, moi, je corrige jamais, ou en tout cas aussi peu que possible à la rédaction, parce que sinon, je ne fais plus que ça. Pareil. Donc je me force, sauf si vraiment... Je me sens très seule tout à coup. Non, mais c'est parce que si je commence à corriger, je ne fais plus que ça, en fait. Parce que j'adore ça, moi aussi, et je pourrais passer beaucoup plus de temps à corriger. Du coup, à moins d'être vraiment arrivé dans un cul-de-sac ou une impasse ou vraiment me sentir incapable de construire sur les trucs bancals que j'ai écrits jusque-là, je corrige pas. Je corrige vraiment qu'en dernier recours, quand je peux pas faire autrement. Alors, je me suis livré à un petit exercice d'estimation. Alors, faut se rappeler quand même que ça fait depuis 15 ans que je publie professionnellement et dont 10 à plein temps, donc faut pas se dire qu'il faut faire ce genre de truc. Dans mon flux de travail, en gros, une fois que le manuscrit est terminé, je fais une première lecture en annotant, en construisant toute ma to-do list et en reprenant les notes que j'ai prises en cours de route sur tous les trucs qui sont mal fichus qu'il faut que je corrige. Et ça me prend à peu près 1 mois par million de signes de faire ce travail de lecture et d'annotation. Ensuite, j'ai regardé, parce que je suis un grand malade, le temps que ça me prend, les corrections personnelles, c'est-à-dire ma passe de correction, je fais entre 20 et 40 000 signes par jour. En gros, je fais 150 000 par semaine. Et les allers-retours avec la direction littéraire, qui peuvent y en avoir beaucoup, hein. Il peut y avoir, j'ai eu jusqu'à 7-8 allers-retours sur un même chapitre. Et je dis ça encore aujourd'hui, hein. Mais en gros, grosso modo, entre les chapitres qui vont très bien et les chapitres où il faut 8 allers-retours, plus le retour des bêta-lecteurs, et en gros, sur cette phase-là, il me faut à peu près 1 jour par 100 000 signes pour arriver à la version finale. Voilà à peu près, grosso modo, donc à la louche, c'est que sur un bouquin comme L'Héritage de l'Empire qui fait 1 800 000 signes, il y a eu, en mettant tout bout à bout, peut-être 4-5 mois de retravail. Après, il faut aussi voir que à partir du moment où ça commence à partir à la direction littéraire et que soi-même on a fait tout son travail de correction, le travail côté auteur devient beaucoup plus léger et c'est la direction littéraire qui prend le gros du boulot, quoi. Donc pour moi, une fois que j'ai fait mes corrections à moi, qui est vraiment le gros de la correction, une fois que ça part à la direction littéraire, c'est pas que je suis en vacances, mais en gros, j'ai passé le relais et ça devient beaucoup plus facile parce qu'il s'agit de réagir aux retours qui nous sont renvoyés. Ça prend beaucoup moins de temps à ce moment-là. Le relais, il a été grosso modo passé, même si évidemment l'implication de l'auteur ou autrice est évidemment fondamentale à cette étape-là, mais je trouve qu'on a fait le gros du taf. Un petit truc sur lequel je rebondis sur ce qu'a dit Lionel, c'est une fois que j'ai fini moi aussi la première version, bon, qui dans mon cas est un peu plus corrigée, mais pareil, je la tire sur papier et je fais vraiment une grosse relecture papier. En notant justement toutes les petites corrections entre guillemets petites, c'est-à-dire celles dont on parlait à la question précédente, et en faisant un plan, donc un planning de toutes ces petites corrections, tout ce qu'il faut que je change au fur et à mesure en fait. Voilà. Et après moi aussi souvent quand je corrige un manuscrit, je suis en train déjà d'avancer un autre, être au synopsis d'un autre, ou dans l'écriture d'un petit jeunesse alors que je fais les grosses corrections d'un adulte. Donc c'est aussi pour ça que c'est dur à quantifier, mais si on est sur un gros pavé adulte qui fait, oui, parfois 1 million de signes, clairement quand même ça se compte en mois, quoi. Voilà. On nous demande ensuite, concernant cette fois-ci, on passe en éditorial, on nous pose une question sur la réédition en poche et on se demande sur le forum Elbakin, qu'est-ce qui se passe pour les titres de maison qui ne sont pas accolés à une grande maison, genre par exemple des maisons type Le Bélial ou Critique, etc. Comment se passe la réédition en poche? Est-ce que c'est aux enchères, par exemple?
Il y avait déjà une très chouette réponse d'un certain Lionel Davoust sur le forum Elbakin. Je la lis. Je fais Lionel. Ah bah, j'ai pas obligé. Enfin, non, mais c'était. C'est comme. En fait, je pars du principe que comme la question a été posée sur le forum, elle peut intéresser un public plus vaste qui ne va pas forcément sur le forum Elbakin. Oui, non, mais complètement. Mais en fait, il avait très bien répondu, quoi. Donc, Lionel Davoust répondait. En gros, c'est fréquemment ce qui se passe. Oui, les éditeurs grand format maintiennent des relations de long terme avec les éditeurs de poche et les conversations ont lieu sur le long cours. Quand des déclarations d'intérêt plus ou moins formelles, plus ou moins chiffrées, commencent à s'exprimer sur un ouvrage, l'éditeur grand format qui représente le livre et l'auteur ou l'autrice par rapport à cet ouvrage va naturellement s'efforcer d'obtenir le meilleur contrat de son côté, tant en termes d'avaloir pur que de diffusion potentielle. Voilà. Alors après, 2-3 précisions. Donc l'ancienne méthode de faire, c'est vraiment que, grosso modo, donc l'éditeur, et d'ailleurs c'est toujours le cas, de toute manière, c'est votre éditeur de grand format qui va négocier directement avec les éditeurs de poche. Après, de plus en plus, dans la nouvelle génération d'éditeurs, il y a des éditeurs qui quand même mettent au maximum les auteurs dans la boucle, en justement demandant aux auteurs ce qu'ils en pensent, vers quelle maison ils aimeraient aller. Et je trouve que c'est une attitude qui est très saine et j'espère que ça va se développer. Allez sur le forum Elbakin, il s'y passe plein de conversations intéressantes. D'ailleurs, toujours sur le forum Elbakin, en retour sur les outils linguistiques, Goblins nous propose une petite contribution qu'effectivement on n'a pas citée et qui, selon lui ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, en tout cas qui mérite le détour. C'est vrai, on l'a pas cité, on aurait pu, je mettrai le lien dans les notes, c'est le CNRTL, un Centre National de Ressources Terminologiques et Linguistiques, si ma mémoire est bonne, où il y a dedans un lien vers le dictionnaire des synonymes du Crisco qu'on a évoqué pendant l'épisode, mais il y a plein de ressources terminologiques, dictionnaires, etc., qui est vachement intéressant là-dedans. Toujours sur le forum Elbakin, c'est dire s'il s'en passe des choses, it's the place to be. Chris Vuklisevich est revenu en parlant sur le sujet de la nourriture, très justement, donc commentaire là évidemment plus que question. Elle dit « Ça m'a fait penser à cette scène culte dans Shrek 2 où Shrek rencontre ses royaux de beaux-parents. » On mettra le lien YouTube dans la description. En gros, ils s'engueulent et ça va limite en bataille de nourriture. Et donc, elle dit, ce qui est intéressant avec ce genre de scène, c'est qu'un repas est toujours ritualisé et très culturel. Comment on prend les couverts? Est-ce qu'on a le droit de faire du bruit en mangeant, de parler ou pas? Est-ce qu'il faut en laisser un peu dans l'assiette ou tout saucer? Est-ce qu'on doit trinquer avant de boire? Ou est-ce qu'il faut attendre que l'autre ait dit bon appétit pour se goinfrer? Bref, c'est tellement codifié que c'est un bon moyen de repérer tout de suite les contrastes entre les personnages selon leur milieu social, leur caractère, leur rapport aux règles, etc. Et j'en profite pour dire que ce qu'écrit Chris, c'est vachement bien, lisez-le. Je crois que nous sommes arrivés au terme des retours qu'on a eu jusqu'ici, donc n'hésitez pas, toujours, vous pouvez nous attraper sur Twitter ou sur le forum Elbakin pour faire part de vos commentaires et questions, etc. Encore une fois, merci de votre écoute encore sur cette saison et sur ces 6 années. On se retrouve le 15 septembre pour la première partie de notre entretien avec Morgan of Glencoe sur l'auto-édition. Et petite citation pour terminer. Citation d'Alan Moore. L'écriture et la magie sont quasiment la même chose. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, allez écrire.